L'Amérique profonde venait de se réveiller dans un cauchemar. Case IH, le géant de la fabrication des célèbres tracteurs rouges, venait de prendre une décision choquante. Fermer ses usines. Mais ce n'était pas simplement une fermeture. Non, c'était bien plus que cela. C'était une attaque directe contre l'âme de l'Amérique agricole. Une attaque qui a défiguré des communautés entières du jour au lendemain. Imaginez cela, 3240 travailleurs, un jour, fiers d'être associés à la marque emblématique, et le lendemain, retrouvés devant des portes fermées, sans préavis, sans avertissement. Pas de plan de transition, juste un email froid et sans émotion, avec la promesse d'une information supplémentaire à venir. C'était une véritable boucherie économique. Les travailleurs, les familles, les fermiers, tous se retrouvaient dans l'incertitude la plus totale. Ces fermes et ces usines n'étaient pas simplement des emplois. Elles étaient des racines profondes, des symboles de l'indépendance et du travail acharné. Aujourd'hui, tout cela était en train de s'effondrer. Cette décision n'était pas juste une restructuration, c'était une trahison. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour l'Amérique rurale? Comment un pilier de l'agriculture américaine avait-il pu disparaître si soudainement? Et surtout, qui allait porter le poids de cette décision? Avant de continuer, une petite demande. Notre objectif est d'atteindre 14 000 abonnés et nous avons vraiment besoin de votre aide pour y parvenir. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous maintenant. C'est rapide et ça nous soutient énormément. Merci. Dans les heures qui suivirent, l'onde de choc se propagea à travers les communautés agricoles. Eleanor Ketchum, propriétaire depuis 3 générations de Heartland Farm Equipment, avait consacré sa vie à vendre exclusivement des équipements. Case IH. En un instant, son entreprise, qui avait prospéré pendant près de 50 ans, se retrouvait face à une crise existentielle. Ce matin-là, un email froid et impassible était arrivé. Il stipulait simplement que les concessionnaires étaient désormais interdits de vendre des marques concurrentes, mais surtout qu'il n'y avait plus de garantie d'approvisionnement en pièces détachées. Les partenaires commerciaux, les fermiers qui dépendaient de ces machines, étaient laissés dans l'ombre, sans réponse. La situation se compliquait de minute en minute. Le téléphone d'Eleanor n'arrêtait pas de sonner. Des fermiers en panique demandèrent des réponses. Mais il n'y en avait pas. Les effets se faisaient sentir dans les champs et les ateliers, de réparation. Les étagères des concessionnaires étaient désormais vides et les fermiers, incapables de réparer leurs machines, commençaient à chercher des solutions de fortune. Les mécaniciens locaux travaillaient d'arrache-pied, démontant des machines plus anciennes, fabriquant des réparations temporaires. Mais ces solutions étaient loin d'être idéales, ni sûres. Et la saison de plantation approchait à grands pas. L'économie rurale était en train de s'effondrer. Et tout ça à cause d'une simple décision d'entreprise, prise sans considération des vies qu'elle allait bouleverser. La crise ne se limitait pas à un simple échec économique. Elle frappait directement au cœur de l'agriculture américaine. James Harmon, fermier de 5e génération, se tenait au milieu de ses champs de blé, son combine en panne. Cela aurait pu être un jour ordinaire de récolte. Mais aujourd'hui, il se retrouvait face à un dilemme mortel. La pièce essentielle qui contrôlait le système de battage de sa machine était en rupture de stock. Ce capteur, qui avait l'habitude d'arriver en 24 heures, était désormais en attente indéfinie. Chaque journée de retard coûtait 7 500 $. Et le temps, l'ennemi implacable, se jouait de lui. Les récoltes n'attendaient pas. Si le combine ne fonctionnait pas, sa récolte risquait de pourrir sous un ciel qui menaçait de s'assombrir. Le climat, déjà incertain, ne faisait qu'aggraver la situation. James savait que chaque minute comptait, chaque décision devait être prise immédiatement. Mais ce n'était pas une question de simple réparation. Ce n'était pas une question de tourner un tournevis et d'attendre un miracle. C'était une question de survie.
La crise de l'équipement agricole menaçait directement la production alimentaire du pays. Et si les machines des fermiers ne fonctionnaient pas, tout le pays risquait une pénurie alimentaire. Les fermiers avaient toujours été les garants de la sécurité alimentaire de l'Amérique. Aujourd'hui, ils se retrouvaient à la merci d'une industrie qui semblait les avoir oubliés. À Washington, le chaos se transformait en un tourbillon politique. Le président Donald Trump, furieux, se lança dans une série de discours enflammés. Lors d'un rassemblement à Cedar Rapids, il dénonça fermement la trahison américaine de Case IH, promettant des tarifs écrasants de 200% sur toute machine fabriquée à l'étranger. « Vous ne pouvez pas abandonner les agriculteurs américains, pas sous ma garde !» s'écria-t-il devant une foule en délire. Ces mots résonnaient comme un défi lancé à l'élite corporative. Ce n'était pas seulement une question de politique, économique. C'était une question de survie pour les communautés rurales. L'impact de cette décision allait bien au-delà des simples profits et pertes. Il s'agissait de maintenir l'âme du pays en vie, de protéger ceux qui nourrissaient la nation. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que l'opposition politique se joignit à lui. Des sénateurs démocrates, originaires des États agricoles, se rallièrent à Trump, mettant de côté leurs divergences pour soutenir une législation punitive contre Case IH. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de survie pour nos communautés rurales, déclara la sénatrice Maria Rodriguez. Le gouverneur de l'Iowa, Kim Reynolds, décréta une urgence économique, ordonnant l'assistance des agences d'État pour soutenir les communautés touchées. Ce qui avait commencé comme une décision d'entreprise était désormais une bataille politique qui opposait des idéologies, mais unissait tout de même les acteurs autour d'un même objectif: protéger les agriculteurs. À mesure que la crise s'intensifiait, une révolution inattendue émergeait sur les terres agricoles des États-Unis. Face à la défaillance des géants de l'industrie et à l'inaction des autorités, les fermiers, eux, ne se contentaient pas de pleurer sur leurs machines cassées. Ils se levaient, se regroupaient et cherchèrent des solutions. Sarah Jenkins, une jeune fermière tech-savvy, devint une héroïne pour beaucoup lorsqu'elle se lança dans une vidéo en direct, montrant aux autres comment contourner les verrous logiciels de Case IH et réparer leurs équipements eux-mêmes. En quelques jours, sa vidéo atteignit 27 millions de vues. « Si eux ne nous soutiennent pas, nous allons nous soutenir nous-mêmes », lança-t-elle avec fermeté, galvanisant des milliers de fermiers à travers le pays. Ce mouvement, Right to Repair, droit de réparer, n'était pas qu'une simple réaction à une panne de matériel. Il s'agissait d'une prise de pouvoir. Les fermiers reprenaient le contrôle, récupérant leurs savoir-faire ancestraux et les appliquant à des machines modernes. Des ateliers se tenaient dans toute l'Amérique rurale, où des fermiers s'entraidaient, échangeaient des astuces et des pièces détachées. C'était un acte de résistance face à un système qui les avait longtemps traités comme des consommateurs passifs. Ce qui avait commencé comme une crise semblait se transformer en un mouvement de changement radical. Une prise de conscience grandissante faisait émerger l'idée que les fermiers ne devraient de plus être à la merci des grandes entreprises. Ils étaient prêts à se battre pour leur indépendance. Ce qui semblait au départ être un simple effondrement économique s'était progressivement transformé en une véritable renaissance pour l'agriculture américaine. Alors que les fermiers luttaient pour leur indépendance face aux géants du secteur, un nouveau modèle d'agriculture se dessinait. La crise avait provoqué une rupture, mais cette rupture avait ouvert la voie à des changements profonds et durables. Les usines abandonnées de Case IH avaient été réaménagées, transformées en centres d'innovation. Le Heartland Manufacturing Innovation Center était né, offrant aux anciens ouvriers un espace pour créer et innover. Des ingénieurs, anciens employés de Case IH, avaient lancé des startups pour développer des technologies agricoles spécialisées.
D'autres se sont tournés vers la fabrication de pièces détachées et d'outils adaptés aux besoins des fermiers. L'agriculture elle-même commençait à se transformer. De plus en plus de fermiers adoptaient des pratiques agricoles innovantes, comme la culture en rotation et l'utilisation de drones pour surveiller leurs champs. Ils utilisaient des machines plus petites, mais plus efficaces, et privilégiaient des méthodes de culture durables. Les coopératives agricoles, créées par des fermiers eux-mêmes, avaient pris de l'ampleur. Ces collectifs achetaient du matériel de fabrication et recrutaient des ouvriers licenciés pour produire leurs propres machines. Nous comprenons nos besoins mieux que n'importe quel directeur exécutif dans une tour de verre, disait fièrement John Martinez, un leader fermier dans cette révolution. À travers ces transformations, les communautés rurales redéfinissaient leur avenir, leurs efforts collectifs, leurs solutions autonomes et leur esprit d'innovation redonnaient à l'agriculture une nouvelle direction. L'Amérique agricole, autrefois à la merci des grandes entreprises, semblait maintenant plus forte et plus résiliente que jamais.